Anaïs, travaille au Conservatoire d'espaces naturels PACA, qui est donc une association en fait qui étudie différentes thématiques liées à l'environnement, la nature, sur les forêts ou les zones humides. Et d'ailleurs aujourd'hui on est là par rapport aux fiches pédagogiques que vous avez étudiées en classe cette année avec la mallette pédagogique qu'on a créée en partenariat avec la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Et je suis accompagnée donc d'Anaïs aujourd'hui pour essayer de tester un petit peu ses connaissances sur les zones humides et toutes les thématiques que vous avez pu aborder lors des fiches pédagogiques cette année. Est-ce que tu connais d'autres types de zones humides? Une mare? Ouais, il y a des mares, il y a des lacs, il y a des marais, il y a des tourbières, il y a les cours d'eau, la rive piscine, tout ça en fait c'est différents types de zones humides. Et normalement, aujourd'hui, on va pouvoir aller les voir. Donc avant de partir sur le terrain, il nous faut quelques matériels. Un filet pour attraper tout ce qui est insectes volants. Une épuisette, ça c'est pour récupérer tout ce qui est poisson, tout ce qui est animal aquatique. Donc un autre outil qu'on utilise beaucoup c'est le GPS. Donc ça on utilise pour géolocaliser les plantes ou les animaux pour quand on veut les revoir par la suite, on sait exactement leur endroit. Ça sert aussi, on les met aussi dans une base de données pour que d'autres personnes puissent les retrouver par la suite. Vous voyez ce que c'est? Ça c'est des jumelles. Donc on les utilise principalement pour voir par exemple un oiseau qui est juste en haut, pour voir un peu sa détermination, quelle espèce c'est. Vous voyez cette carte? Elle nous est très utile. Sans elle, on peut se perdre et ça serait très dangereux. Vous savez forcément ce que c'est. C'est un appareil photo. On l'utilise principalement pour photographier les animaux ou les plantes qu'on voit. Donc le petit carnet, on l'utilise pour noter les plantes qu'on voit ou les animaux. Et toujours, petit conseil de pro, prendre un crayon gris au lieu d'un stylo. Il faut toujours marquer avec un crayon gris toutes les espèces qu'on voit au lieu d'un stylo, parce qu'avec de l'eau, le stylo s'efface et le crayon gris, non. Certaines espèces sont si petites qu'on est obligé d'avoir une loupe pour les observer. Ces livres sont formidables. Il faut absolument pas partir sans quand on fait en expédition, parce que quand on voit une espèce, on ne sait pas forcément laquelle c'est. Et ces livres sont très utiles pour les reconnaître. Vous voyez ce que c'est? C'est les tubes de prélèvement. On les utilise principalement pour récupérer les insectes ou les excréments. Vous voyez ce gros appareil? Ça s'appelle une longue vue. Ça a exactement le même principe que les jumelles, sauf que c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus stable. La première réponse, souvent tu vas me dire c'est qu'il y a de l'eau. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a des zones par exemple comme les nappes phréatiques où tu vois pas l'eau en surface, mais pourtant c'est quand même une zone humide. Donc tu verras, on aura peut-être la chance tout à l'heure, en essayant de chercher les différentes zones humides, on trouvera peut-être ceux qui pourraient ressembler à une nappe phréatique. Donc du coup, pour déterminer effectivement une zone humide, il existe deux critères. Donc c'est l'alliance de ces deux critères qui va faire que c'est une zone humide. Il y a le critère pédologique, c'est-à-dire l'étude des sols. On va utiliser en fait une tarière à main pour creuser le sol. Comme ça, on va pouvoir récolter de la terre et dans la terre, on va identifier la texture, la couleur. Et par exemple, si on observe des taches de rouille un peu orangées, ça veut dire que du coup, le contact de l'eau avec le fer, ça fait une réduction, donc la rouille. Et donc, ça prouve que dans le sol, il y a potentiellement de l'eau dans la terre. Le second critère, c'est le critère végétation. En fait, les plantes, elles ont nécessairement besoin d'eau pour se développer et il y en a qui aiment bien avoir les pieds mouillés, d'autres les pieds au sec et d'autres encore les pieds totalement dans l'eau. Tu vas voir tout à l'heure, on verra des espèces qui ont les pieds un peu mouillés, c'est-à-dire pas trop peu d'eau, mais pas non plus trop. Et ça, c'est un deuxième critère de végétation qui est utilisé pour déterminer justement les zones humides. Et là, on va profiter d'être sur le terrain aujourd'hui pour aussi en fait observer la faune, donc c'est-à-dire les animaux. Comme ça te renseigne un petit peu aussi parce qu'il y a des animaux qui sont affiliés avec les zones humides. Et puis, ça renseigne toujours sur la qualité du milieu. Savoir s'il y a beaucoup d'insectes, s'il y a des mammifères qui viennent, des choses comme ça. Donc, soyons un petit peu discrets et peut-être qu'on aura la chance de voir ces animaux. Allez, c'est parti!
toujours sur mes petits critères de végétation, je t'ai dit qu'il y avait effectivement des plantes qui étaient plutôt sur les berges, mais tu as aussi des algues. Là, c'est une caracée. Donc ça, c'est une plante totalement aquatique. Et c'est l'une des premières plantes qu'on va retrouver en fait qui va coloniser l'étang. C'est celle-là qui va servir en ce qu'on appelle aussi une plante pionnière, qui va permettre en gros de capter un petit peu l'oxygène qu'il y a dans l'eau, de faire du substrat sur le fond et du coup de pouvoir permettre à d'autres plantes de s'installer. Donc là, cette plante aussi, elle est très intéressante pour les géologues. Donc les plantes femelles vont être capables de capter le calcaire présent dans l'eau, ce qui va au final solidifier en fait la plante, qui va potentiellement se transformer en un fossile et qui des années plus tard, voire des millions d'années plus tard, pourront être retrouvés par des géologues et qui vont retracer justement l'histoire de la zone. Alors tu vois, là, ça c'est une orchidée. C'est l'orchis pyramidale. Donc comme tu peux voir, en fait, elle doit son nom en fait à sa forme de pyramide. Des fois, on va pas chercher très loin pour trouver son nom. Donc là, c'est pas forcément une plante qui est affiliée aux zones humides. En revanche, elle peut potentiellement te renseigner sur la nature du sol. Elle est surtout favorisée justement avec des sols un peu calcaires. Et donc du coup, là, tu peux te dire que le sol est peut-être un peu calcaire. Alors là, je viens d'attraper un papillon avec le filet. Donc comme tu peux voir, il y a beaucoup de fleurs qui sont justement en pleine floraison en ce moment. Et tu sais très bien que les papillons vont se nourrir justement du nectar des fleurs. Et donc là, ce papillon-là, ça permet justement de voir un petit peu la diversité de ce qu'on peut avoir en insectes. Et je te rappelle que les papillons, c'est aussi la source alimentaire des oiseaux par exemple. Sur le papillon, effectivement, tu as des petites écailles, ce qui leur donne effectivement ces couleurs. Il y a une technique pour les attraper, donc tu vois, j'ai utilisé mon petit filet. Et après, en fait, je pince pas trop fort, juste sur son corps pour pouvoir l'attraper. Et ça va pas l'embêter. Les écailles, c'est pas quelque chose qui va l'empêcher de voler. Ça va plus, si elle s'enlève, pardon, ça va du coup le rendre moins beau et du coup il sera moins attractif pour les filles. Alors là je vous présente la cardère sauvage. Donc du coup c'est une fleur, hein. Bon là elle est fanée, mais en fait cette plante elle est aussi appelée le cabaret des oiseaux. Parce que du coup en fait elle a ses feuilles qui vont se mettre en opposition comme ça pour faire une coupe. Et il y a l'eau qui va remplir du coup cette coupe et les oiseaux vont pouvoir venir se nourrir en eau sur cette plante là. C'est aussi une plante qui est super attractive pour les oiseaux parce que ici tu as plein de petites graines qui vont venir chercher et tu as des chardonnerets élégants qui peuvent venir s'accrocher là sur les petites bractées et attraper du coup les petites graines. C'est aussi une plante qui est très fleurie et donc du coup elle va attirer énormément d'insectes. Donc parfois pour observer en gros la faune, il suffit pas forcément d'aller courir un peu partout, tu te mets juste un peu plus loin sur cette plante là. Et puis tu attends et tu observes et tu verras des oiseaux, des insectes, des papillons, des abeilles. Souvent, pour l'observation de la faune, c'est pas toujours évident d'observer des espèces qui sont très craintives et qui du coup vont pas se montrer facilement. Par contre, ils laissent des traces, un peu comme ce petit tunnel que tu viens de voir, qui est en fait l'autoroute du campagnol amphibie. Donc le campagnol amphibie, c'est un petit mulot, ça ressemble un peu comme une grosse souris, mais il est aquatique. En fait, il est capable de nager et de plonger sous l'eau. Et là, ce que tu as pu voir, c'est les petites crottes en forme de chocobon. Et bien ça prouve qu'il passe assez régulièrement. Donc du coup, il utilise vraiment le site parce qu'il a justement assez de nourriture. Il se nourrit des petites plantes qu'il trouve en bordure du lac. Et il est même capable d'aller manger les petites algues qu'il y a au fond de l'étang. Et pour rappel, le campagnol amphibie, c'est une espèce qui est protégée. Donc il est interdit de lui faire du mal et de détruire son habitat. Tu te souviens? Tout à l'heure, je t'ai parlé du critère de végétation. Je t'ai dit qu'il y avait des plantes qui aimaient bien avoir les pieds dans l'eau et des fois les pieds au sec. Et ben là, ici le roseau, tu vois par exemple, il a totalement les pieds dans l'eau. C'est aussi ce qu'on appelle les phragmités. Du coup, le roseau en fait, lui, il n'est pas forcément les pieds dans l'eau toute l'année. Là, on va arriver au début de l'été, donc le niveau de l'eau, il va un peu diminuer. Ses pieds ils seront plus au sec. Mais dès que l'hiver arrivera, avec les pluies, le niveau de l'eau il va remonter et du coup le roseau va retrouver les pieds dans l'eau. Ça, c'est un critère réel de présence de zone humide.
hop, tu vois là, on a une petite grenouille. Tout à l'heure, on verra sûrement des petits têtards. Tu te rappelles, dans les fiches pédagogiques, tu as vu le cycle de la grenouille avec la larve, l'œuf, le tétard qui va se transformer en grenouille. Et bien là, tu vois, elles sont toutes petites encore. C'est encore des bébés grenouilles, mais elles sont déjà presque, elles vont atteindre en fait l'âge adulte. Et dis-moi Anaïs, c'est quoi cette bave? C'est ce qu'on appelle aussi le crachat de coucou, mais rien à voir avec le coucou, l'oiseau. Là, on est bien sur un insecte en fait qui va faire ce qu'on appelle de la bave de cicadelle. Donc le cicadelle, c'est le genre de l'insecte qui en fait a pondu ses œufs sur ce peuplier. Et du coup, tu as là les petits bébés qui sont cachés au milieu pour éviter que les prédateurs viennent les manger. Donc là, je vous présente la Cnossie des champs. Donc c'est une petite fleur violette qui fait un petit pompon comme ça, qui est très appréciée aussi par les insectes. Et celle-là, elle n'est pas forcément typique des zones humides. On va plutôt la retrouver sur des zones qui sont assez ensoleillées. Est-ce qu'elle a besoin de soleil effectivement pour pousser? Mais voilà, elle est toujours agréable à regarder. Et puis c'est toujours l'occasion d'observer si on peut voir des insectes qui sont en train de prendre du nectar dessus. Donc ok, là je vois en fait une entrée d'eau, ça veut dire quoi? Bah effectivement, tu as bien raison. Là, on est en fait sur une zone où l'eau arrive pour nourrir du coup, remplir le lac. Okay. Alors après, il faut savoir que là, c'est pas forcément de l'eau qui rentre toute l'année. On va avoir en gros, quand il va pleuvoir, l'eau qui va arriver dans ce fossé et qui va finir par du coup alimenter le lac. Donc tu sais, il existe différents types de zones humides. On a vu qu'il y avait un étang, on a vu qu'il y avait, tout à l'heure je t'avais parlé de la nappe phréatique. Et là, on a un autre style de zone humide, c'est ce qu'on appelle les roselières. Les roselières, elles sont composées, comme tu peux le voir, de beaucoup de phragmités, dont les roseaux qu'on avait vus tout à l'heure. Ça va être des zones très favorables pour les animaux, parce qu'ils vont pouvoir venir se cacher, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est assez impénétrable. Et plus tu t'éloignes, du coup, plus c'est difficile de rentrer. Donc là, au final, ça va être les petits des canards, par exemple, ou les juvéniles de poissons. Ils vont venir se cacher dans ces zones. Ils vont trouver de la nourriture assez facilement. Et après, quand ils seront un peu plus grands, ils vont suivre le cours d'eau qui va ramener du coup dans le lac. Et là, avoir la grande piscine. Donc là on est plutôt sur une jeune roselière parce qu'effectivement des fois on va avoir des roseaux qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur, donc autant te dire qu'ils te dépassent largement. Et bien ça c'est un saule. Donc comme tu peux le voir, les saules, il y a aussi des arbres. Il n'y a pas que de la végétation qui sont des plantes. Tu peux avoir des gros arbres un peu comme ce saule. Et en fait celui-là il va affectionner les endroits les milieux humides et frais. Frais parce que tu vois là tu as la forêt qui est juste à côté qui va justement apporter cette fraîcheur. Et du coup humide parce que effectivement il a presque les pieds dans l'eau. T'as vu, il y a un petit chemin là-bas. Ouais. On y aller ? T'as raison, on va aller prendre un peu de hauteur justement pour voir ce qui se cache par là-bas. Donc le jeu des plantes en fait c'est de se reproduire, de créer plein de plantes partout de cet individu-là. Et donc il y a plusieurs méthodes qui existent. Tu vas avoir des plantes qui vont à partir de leurs racines créer un nouvel individu. Donc là, on va dire que c'est un peu un clone d'elle-même. Mais après, tu as des plantes qui vont faire ce qu'on appelle la pollinisation. C'est-à-dire, du coup, avec la présence de graines. Donc il faut savoir en gros que tu as des plantes mâles et des plantes femelles, avec des organes mâles qui sont les étamines et les organes femelles qui sont du coup le pistil.
Mais pour qu'il y ait fécondation, il faut que le pollen qui est présent sur les étamines rencontre le pistil. Et donc pour qu'il y ait plein de diversité génétique, un peu comme chez les humains où tu vas avoir des parents qui vont se rencontrer de Paris par exemple et d'autres qui viennent de la Côte d'Azur, et ben des fois ils utilisent le train, et ben ici ils vont utiliser par exemple l'insecte. L'insecte, il va venir sur la plante, il va se charger en pollen et il va aller chercher une autre plante pour aller retrouver encore du nectar, et c'est là où il va déposer le pollen sur une autre plante et il va y avoir fécondation. Donc en gros, les plantes, elles, leur rôle, ça va être d'attirer ces insectes pour justement favoriser la fécondation chez cet individu. Donc là, je vais te montrer en gros comment la sauge fait pour faire cette pollinisation. Donc elle montre du coup une piste d'atterrissage sur laquelle l'insecte va venir se poser. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir ce petit mécanisme où les étamines vont basculer, déposer le pollen sur le dos de l'insecte. L'insecte, une fois qu'il aura fini de boire le nectar qui est présent dans la plante, il va aller sur une autre sauge par exemple, et c'est là où les pistils du coup de la plante femelle va attraper, on va dire, le pollen qui est déposé sur l'insecte, et il y aura fécondation. Donc tu vois, tout à l'heure on a vu la sauge, là je te montre une orchidée, c'est l'orchidée tachetée, qui elle a plutôt choisi de jouer sur les couleurs et sur, on va dire, les formes. Comme tu peux voir, elle a des petites taches, des petites rayures qui vont attirer l'insecte qui voit donc ces couleurs là et qui va dire tiens, je peux venir me poser là. Et donc là potentiellement tu vois, tu vas avoir du violet un peu plus foncé et l'insecte va venir se poser et aller tremper du coup sa bouche pour aller chercher le nectar à l'intérieur, parce qu'il faut bien qu'il y ait une petite récompense pour l'insecte. Donc chez les plantes, c'est assez diversifié. En fait, tu vas avoir par exemple une plante qui va avoir une fleur mâle et une fleur femelle sur le même individu. Tu peux aussi avoir un individu, donc une fleur mâle et une fleur femelle qui sont séparés l'un de l'autre. Et enfin, au sein d'une même fleur, tu peux avoir le mâle et la femelle. Donc tu as vu là, la végétation sous le sous-bois, elle a énormément changé. On a pratiquement un champ rempli d'orties. En fait, ça peut s'expliquer que la prairie qu'on vient de traverser, elle est pâturée. Donc vraisemblablement avec pas mal de moutons. Et du coup, quand il y a parfois un peu trop de moutons sur la zone, va y avoir beaucoup de déjections qui vont laisser dans le sol tout ce qui est un peu des nitrates qui va nourrir du coup le sol. Et les orties, eux, ils adorent ça. Et donc du coup, ils vont prendre un petit peu la place de d'autres espèces et occuper, comme tu le vois, tout ce champ. Tu te souviens, dans les différentes zones humides, je t'ai dit que des fois, on voyait pas forcément l'eau. Et ben là, par exemple, est-ce que tu vois de l'eau? Il n'y en a pas trop, hein, mais pourtant, sous le sol, il y en a beaucoup. Ça fait un peu comme, si tu veux, un affleurement où tu vas avoir toutes les eaux de pluie qui vont s'écouler de la montagne et qui vont venir se remplir ici au niveau de la prairie. Et ça va affleurer du coup le sol. Et là, tu as vraiment une végétation typique de ce que tu pourrais après appeler une prairie humide. Si tu regardes aussi, tu vas avoir un genre de grand rectangle là, où tu vois bien une limite sur la végétation. En fait, là, ça pourrait expliquer du coup des activités humaines. Effectivement, tu as l'homme qui va venir faucher le terrain pour récupérer le foin pour les animaux. T'as vu, c'est bizarre, comment ça se fait que la terre elle soit retournée là-bas? Effectivement, là t'as bien vu, c'est un peu différent de ce qu'on a sur juste à côté. En gros, là, tu vas avoir, comme tout à l'heure, des traces d'animaux. Tu sais quel animal il s'agit? Un assez gros. Exactement, c'est le sanglier. Le sanglier, donc, c'est un mammifère qui va venir retourner la terre pour se nourrir. Et donc là, tu vois, il a sûrement pas dû venir tout seul. Et du coup, il va se nourrir en fait des plantes, des graines, des petits vers de terre, des tubercules qui sont les réserves de la plante. Et il va retourner toute la terre comme ça.
Alors c'est pas forcément mauvais parce qu'en fait il va pouvoir aérer justement un peu le sol et permettre aussi la dispersion de d'autres graines. C'est dangereux un sanglier? Ça peut être dangereux si tu viens un peu trop l'embêter quand il y a la maman avec ses petits. Alors effectivement il vaut mieux pas se retrouver en face. Mais après il est plutôt nocturne donc il y a peu de chances que tu le rencontres en pleine journée. T'entends là, il y a énormément d'oiseaux. Oui j'entends, mais j'entends aussi un petit bruit d'eau qui coule. Ouais. T'as bien raison, en fait là on arrive à la rivière où il y a la Lanne qui coule. D'accord. Donc voilà encore un nouveau type de zone humide. Tu sais laquelle il s'agit, j'espère. Tu l'as reconnu avec ses racines et ses arbres qui courent le long des bordures de la berge. Effectivement, c'est ce mot compliqué que des fois il est difficile à retenir, c'est la ripisylve. Donc en gros, tu vas avoir tout le long de la rivière qui est la Lanne, les arbres qui sont mis sur la berge et avec leurs racines, ils vont avoir un rôle très important d'épuration de l'eau. Ils vont capter en fait, si tu veux, un petit peu la pollution et la retransformer après au sein de leur énergie. Et là, si tu veux, tu vas avoir du coup toute l'eau qui s'écoule et tu as un niveau d'eau qui fluctue en fonction des saisons. Pourquoi ça s'appelle la ripisylve? Parce que sylve, ça veut dire forêt en latin. Et donc du coup là tu as vraiment l'eau avec la forêt qui l'entoure. Tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait dans la pollinisation, tu avais des plantes qui à la fois avaient les organes mâles et les organes femelles sur le même individu. C'est le cas de l'aulne qui est du coup un feuillu qui va faire, là tu vas observer les organes mâles et c'est un des feuillus qui va faire les organes femelles sous la forme de cônes, un peu comme les pommes de pin que tu vas retrouver sur les sapins. Mais ici que tu peux plus observer parce que du coup c'est déjà la fin de la saison. Alors ces petits points d'eau que tu vas retrouver effectivement là par exemple dans la forêt entre deux vallons très forestiers, ils sont très importants pour les animaux par exemple parce que du coup ça va vraiment leur faire des points sur lesquels ils vont pouvoir s'abeuvrer quand il fait très chaud. Et tu vas avoir beaucoup d'espèces aussi, un peu comme les grenouilles, les crapauds qui vont venir pondre des œufs et du coup après être sur des espaces qui vont pouvoir se nourrir sur la terre facilement. Parce que tu vois là, il n'y a pas beaucoup à monter entre l'eau et puis la berge jusqu'ici. Et donc ça c'est très facile pour les petits qui sortent de l'eau et qui vont venir sur terre. Après il y a des zones sur lesquelles il est très difficile de trouver des espèces parce qu'elles se font vraiment très discrètes. Regarde ce petit ophioglosse, c'est une partie, c'est la même famille que les fougères. Tu vas retrouver du coup là la fronde comme tu peux retrouver chez les fougères et il y a juste une feuille derrière qui va faire que du coup cette plante est souvent très fragile et on la retrouve plutôt sur des sols calcaires, dans des zones un peu marécageuses, des prairies humides ou au bord des rivières. Ici bah, tu vois c'est encore le cas qu'il y a de l'eau effectivement présente de temps en temps sur cette zone. L'Ophioglossum vulgatum est aussi une espèce protégée, donc c'est pareil, il est interdit de l'écraser quand tu vas marcher dessus, donc attention où tu mets les pieds. Interdit de l'accueillir et on va essayer du coup de préserver son habitat. Alors là tu vois encore une espèce d'orchidée, une nouvelle, et comme tout à l'heure avec quand je te parlais de pollinisation, ici tu vas avoir un autre mécanisme de coopération entre la plante et l'insecte. En fait quand l'insecte va venir chercher le nectar au fond de la fleur, l'orchidée va déposer sur le dos de l'insecte une petite goutte remplie de pollen.
qui va s'accrocher du coup à ses poils, et quand l'insecte va partir et aller trouver une nouvelle orchidée, et ben cette goutte va se déposer sur les organes femelles de l'autre orchidée. Le nom de cette orchidée, c'est la lystère à feuilles ovales. Donc tu vois là, la mare temporaire, elle est venue se mettre en fait en bas de la piste qui a été créée par l'homme. Du coup ça a creusé, si tu veux, un petit peu des sillons qui s'est rempli d'eau. Et du coup c'est ce qu'on appelle des mares temporaires. Je sais pas si tu te souviens de la petite algue que je t'ai parlé tout à l'heure. Et bien là, tu les retrouves aussi. Tu sais, c'est ces espèces qu'on appelle des espèces pionnières, c'est-à-dire les premières algues, les premières plantes qui vont coloniser un nouveau milieu. Donc là, tu peux te dire que la mare, ça fait quand même un petit moment qu'elle est dans l'eau. Donc là en fait on rentre toujours sur une prairie, mais celle-là tu vois elle a été pâturée. Ça veut dire qu'il y a des moutons qui sont venus manger en fait toutes les fleurs. D'ailleurs tu vois par rapport à celle qu'on vient de voir, elle est totalement, il n'y a plus du tout de fleurs. Et tu peux même trouver des traces où tu vas retrouver un peu les traces de crottes des moutons qui sont passés par là. Donc c'est pour te montrer aussi que des fois il y a un équilibre. Tu vois là on vient de voir une prairie qui était fleurie, mais les hommes ont aussi besoin d'utiliser ces ressources et du coup les moutons sont fervents de cette nourriture assez riche pour eux. Donc là sur l'étang on arrive en fait à la sortie de l'eau. Tu vois là hop elle va partir et elle va dessiner au loin encore la roselière qu'on voit en végétation beaucoup plus verte, pomme, comparée à la prairie de chaque côté. Et donc là tu es encore sur la fine distinction que tu es en présence d'un étang avec une entrée d'eau qu'on a vue tout à l'heure et une sortie d'eau que tu vois maintenant. Donc en fait il y a aussi d'autres espèces qui commencent leur vie au stade larvaire comme les têtards et les grenouilles. Il y a ce qu'on appelle les libellules. Mais tu sais qu'en fait chez les libellules il y a deux groupes différents. Tu as les libellules et les demoiselles. Pour les reconnaître c'est simple. La demoiselle elle est vraiment beaucoup plus fine et a un corps très fin. Alors que la libellule, elle va être beaucoup plus charnue, beaucoup plus grosse. Et tu peux encore les repérer avec un autre moyen. C'est quand elles vont se poser, la libellule va garder ses ailes droites comme ça. Alors que les demoiselles, quand elles vont se poser, elles vont replier leurs ailes le long du corps. Voilà une des différences que tu peux faire et épater des copains avec ce petit message. Encore une fleur qui est typique des zones humides, c'est la sanguisorbe officinale ou encore appelée la pimprenelle. Tu vois, celle-là, elle est typique en fait de la présence de zones humides. Tu sais qu'en fait, c'est aussi ce qu'on appelle une plante hôte. Hôte comme hôtesse, parce qu'en gros, elle va accueillir un type de papillon. C'est-à-dire que le papillon, pour pouvoir pondre ses œufs, il a besoin de cette plante-là. S'il n'y a pas cette plante-là, il ne va pas venir pondre ses œufs. Donc c'est ce qu'on appelle une plante hôte. Il va pondre ses œufs, une fois que la chenille va naître, elle va se nourrir de cette plante-là. S'il n'y a pas cette fleur, du coup tu ne trouveras pas le papillon. C'est pas non plus parce qu'il y a cette fleur là que tu vas trouver le papillon. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était une zone humide et comment l'identifier, est-ce que tu peux me citer les différents rôles qu'elle a? Bah, tu vas avoir par exemple, ça va limiter les inondations. Et oui, comme tu as vu avec la mallette pédagogique, avec l'expérience de l'éponge, donc quand on met de l'eau sur une éponge, ça absorbe l'eau. Les zones humides, c'est le même principe. Quand il pleut, la zone humide va du coup absorber l'eau et va la contenir en elle. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres rôles ou est-ce que tu penses que c'est la seule? Bah, je sais pas moi, ça fait de l'eau, c'est sympa pour les pêcheurs. C'est sympa pour les pêcheurs, ça veut dire qu'il y a un rôle économique derrière, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les zones humides, bah du coup c'est tout un écosystème qui s'effondre, c'est-à-dire que la nurserie qui est normalement les zones humides, ça part. Donc ça veut dire que les petits poissons ne pourront pas devenir grands, donc ça ne pourra pas terminer dans ton assiette. Mais ce n'est pas le seul rôle. Donc on a vu avec la méthode pédagogique que ça limitait les inondations, parce que ça retient l'eau. Mais tu penses que où est stockée cette eau? Bah, c'est stocké dans l'étang. Dans l'étang, certes, mais pas que dans l'étang, c'est aussi stocké dans le sol. C'est-à-dire que toute l'eau en fait qui est dans l'étang va ruisseler dans le sol et ça va terminer dans les nappes phréatiques. Mais en dehors de ça, il y a un autre super pouvoir.
c'est que les zones humides, ça purifie l'eau. C'est-à-dire en fait que les plantes qui sont à l'intérieur, ça va attraper les molécules qui sont polluantes et les purifier. C'est-à-dire en fait que l'eau qui va rentrer à l'intérieur de la zone humide sera polluée et quand elle ressortira, elle sera un peu moins polluée. Et du coup, on pourra la boire. Toujours avec parcimonie. Elle sera plus propre certes, mais ça restera quand même une eau dont tu ne connais pas la provenance, donc il faut quand même faire attention. Tu regardes l'analyse toujours. Ouais. Mais il y a un dernier rôle, c'est est-ce que tu as vu cette magnifique biodiversité? C'est un espace les plus diversifiés en termes de biodiversité et c'est ce qu'il faut vraiment préserver. C'est-à-dire que si elle disparaît, c'est tout un écosystème qui disparaît. Tu veux dire qu'il n'y aurait du coup plus d'insectes, plus de papillons, plus d'abeilles qui polliniseraient les fleurs? Tu as raison, il y a tout un écosystème qui va disparaître et ça équivaut aussi pour les abeilles, pour les insectes et les poissons. Elles ne sont pas protégées. Et c'est un environnement qui subit énormément de menaces. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Que tu penses? Peut-être. Bah, toutes ces maisons là qui sont construites. Et oui, les infrastructures humaines sont très dommageables pour les zones humides. À partir du moment où l'homme s'installe et qu'on commence à construire des infrastructures, ça abîme les zones humides. Par exemple, l'extraction de sable, ça abîme la qualité de l'eau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des déchets que les humains jettent et qui se retrouvent dans l'eau. Mais il y a autre chose aussi. Est-ce que ça te parle la fragmentation des habitats? Non, pas du tout. Alors, c'est quand on abîme tellement en fait, les habitats et qu'on les sépare. Du coup, ça a une influence sur les écosystèmes. Ça te parle toujours pas? Je vais donner un exemple. Tu vois la petite biche, elle habite dans la forêt, mais elle se nourrit par exemple dans la prairie. Imagine, on met une autoroute au milieu. Et bien du coup, la petite biche, elle ne pourra pas aller se nourrir dans la prairie. Et ça abîme en fait les milieux. Ça se passe exactement de la même façon pour les zones humides. Si par exemple on met quelque chose qui traverse la zone humide, ça la sèche et donc ça la détruit. Mais il y a une dernière chose. C'est l'impact de l'agriculture. Tu vois, quand on fait de l'agriculture, on utilise de l'eau principalement pour que les plantes puissent grandir. Et bien cette eau-là, elle vient bien de quelque part. Donc en gros, en fait, on prend l'eau des montagnes, etc. On fait des déviations, qu'on appelle aussi des drains, pour que justement ça puisse nourrir les agricultures. Mais cette eau-là, normalement, elle devrait terminer dans les zones humides. Donc c'est vraiment un écosystème qui est menacé de tous les côtés. Mais du coup, avec toutes ces menaces, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut éviter justement de construire des habitations dans les zones humides. Ça me paraît évident. Mais après, tu vois, il existe... Quoi d'autre? Il existe justement des associations ou des personnes, comme le Senpaka, qui va travailler avec les usagers, c'est-à-dire avec les politiciens, avec les sportifs, avec les agriculteurs, avec les habitants, pour essayer justement de trouver des solutions pour conserver ces zones humides. Par exemple, là sur le lac de Valentin, on peut dire qu'il faudrait éviter de mettre une maison juste à côté, ou éviter de mettre trop d'arbres qui viendraient combler du coup l'étang. Tout ça, c'est des mesures de gestion qu'on peut faire. Après, pour préserver aussi les zones humides, tu vois, il ne faudrait pas qu'il y ait tout plein de personnes qui viennent tous les jours se promener ici. Parce que du coup, tu écraserais toutes les belles plantes qu'on a vues. Il faut éviter aussi de les cueillir. De la même manière que quand s'il y avait énormément de personnes qui viendraient, et ben du coup ça dérangerait tous ces animaux qui sont là. Il y en a qui vivent la nuit, mais il y en a aussi qui vivent le jour. Si tu viens tout le temps les embêter quand la maman nourrit ses petits, et ben c'est dédommageable pour du coup les petits. Ce qui arrive aussi parfois, c'est que quand on détruit des zones humides, on peut tenter d'en créer des nouvelles. Alors c'est un peu compliqué, mais à une certaine échelle tu peux le faire. Par exemple, tu peux créer une petite mare temporaire dans ton jardin. Ça, tu verras, tu creuses un petit trou, pas très profond, et ça va amener énormément de biodiversité chez toi. Tu vas avoir des grenouilles, tu vas avoir des libellules, et ça va se faire très très vite, parce que comme je te le disais, l'eau, c'est un élément essentiel pour les animaux. Tu sais à peu près tout sur les zones humides. Tu as bien compris qu'elles rendaient des services pour l'homme, donc il faut impérativement les protéger. N'hésite pas à venir les voir, tu pourras en profiter pour observer la végétation et les animaux qui s'y trouvent.